Lors du dîner de famille, ma sœur m'a repoussé de la table. Va à la cuisine. Les enfants adoptés ne mangent pas avec la vraie famille. Tout le monde a ri. Puis j'ai jeté une enveloppe sur la table. Maman et papa m'ont laissé cette lettre. Appelez vos avocats. Nous nous verrons demain. Leur panique était délicieuse. J'étais en train de tirer ma chaise quand le talon de Rebecca l'a heurté violemment, la faisant glisser dessous moi. Va à la cuisine, a-t-elle dit. Les enfants adoptés ne mangent pas avec la vraie famille. Les fourchettes se sont arrêtées, puis des rires, vifs, cruels, ont résonné. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas discuté. Je suis retourné à mon sac à main, j'ai sorti la grosse enveloppe que j'avais gardée cachée pendant des semaines, et je l'ai posée en plein centre de la table. Maman et papa m'ont laissé ça, ai-je dit doucement. Appelez vos avocats. Nous finirons ça demain. Et la façon dont chaque sourire s'est éteint dans cette pièce, ce n'était même pas le vrai commencement. Bonjour, je suis Leila Morgan. Et pendant la majeure partie de ma vie, j'ai essayé de me convaincre que le fait d'être l'enfant adopté de la famille Morgan n'avait pas d'importance. Harold et Myriam, mes parents, ne m'ont jamais fait sentir différente. Mais leurs 3 enfants biologiques, Rebecca, Ethan et Nathalie, se sont assurés que je n'oublie jamais exactement où ils pensaient que ma place était. En grandissant, les rappels venaient par petites blessures. Quand on prenait des photos de famille, Rebecca, ma sœur aînée, inclinait son corps de manière à ce que je rentre à peine dans le cadre. Ethan, mon frère, riait et disait des choses comme « Ne t'inquiète pas, il a. » Ce n'est pas comme si quelqu'un allait remarquer que tu n'es pas l'une des nôtres. Nathalie, ma sœur cadette, a perfectionné le sourire doux et condescendant que les gens utilisent quand ils sont cruels, mais prétendent ne pas l'être. Et à travers tout cela, maman me prenait à part après, me tenait doucement le visage et murmurait « Tu es notre fille de toutes les manières qui comptent. » Papa m'ébouriffait les cheveux, m'aidait avec mes devoirs, assistait à chaque récital et cérémonie scolaire comme si j'étais le centre de son monde. Leur amour était réel, solide, la seule chose qui me donnait l'impression d'appartenir à cette maison. Puis sont venus les 6 mois qui m'ont brisé. Quand maman et papa sont tombés malades, j'ai emménagé chez eux sans hésitation. J'ai dormi sur des chaises d'hôpital rigides, signé des piles de documents de traitement et de factures, parlé aux médecins, pendant que mes frères et sœurs envoyaient des textos sans conviction. Adrien, mon mari, s'occupait d'Ava et Mason à la maison, me disant « Fais ce que tu as à faire. Je nous gère. » Je n'oublierai jamais ça. Pendant ce temps, Ethan disait qu'il ne pouvait pas risquer l'exposition à cause de son travail à la banque. Nathalie disait que les jumeaux avaient besoin d'elle. Rebecca disait qu'elle ne supportait pas de les voir comme ça. Donc, c'était moi, juste moi, chaque jour, peignant les cheveux de maman quand elle ne pouvait plus lever les mains, murmurant à papa que tout irait bien, même quand je savais que ce ne serait pas le cas, leur tenant la main quand ils se sont tous les deux éteints à quelques jours d'intervalle. Et puis, après les funérailles, des funérailles où mes frères et sœurs ont soudainement joué les rôles d'enfants dévoués, ils ont fait une annonce. Rebecca, avec sa voix soignée et sa posture parfaite, a dit qu'elle voulait organiser un dîner de famille pour honorer maman et papa. Elle a même attribué des tâches. Hila, tu t'occupes de la cuisine. Tu es toujours la meilleure pour faire les recettes de maman. Ethan a hoché la tête comme si c'était une réunion d'affaires. Nathalie a ajouté, et peut-être apporte ces petits pains de la boulangerie près de chez toi. Maman les adorait. J'aurais dû voir le piège se former, les conversations à voix basse quand j'entrais dans une pièce. La façon dont ils agissaient comme si j'étais du personnel serviable, pas de la famille. La façon dont ils évitaient mon regard quand je demandais à quoi servait exactement ce dîner. Pourtant, le deuil vous fait espérer des choses que vous ne devriez pas. J'ai passé 3 jours à cuisiner les plats préférés de maman, à choisir une bonne bouteille de vin que je ne pouvais pas vraiment me permettre. Portant une robe dont elle disait toujours qu'elle complimentait mon sourire. Je me suis dit que peut-être ce dîner nous rapprocherait. Que peut-être la perte adoucirait les vieilles blessures. Mais quand je suis entré dans la maison de Rebecca ce soir-là, belle, impeccable, froide, j'ai senti quelque chose dans l'air. Un changement, une tension silencieuse sous les salutations polies, le sentiment que je n'étais pas une invitée. J'étais la cible. Quand je suis entré plus loin dans la maison de Rebecca, une immobilité étrange s'est installée en moi, comme si j'entrais dans une pièce où tout le monde avait parlé de vous quelques secondes auparavant. La table de la salle à manger était déjà mise avec la vieille porcelaine de maman,
les pièces que Rebecca avait insisté pour garder après les funérailles pour des raisons sentimentales, même si elle était à peine venue les derniers mois. Des bougies vacillaient. Une musique douce jouait. Tout semblait parfait. Trop parfait. Lila, tu es en avance, a dit Rebecca en lissant son chemisier alors qu'elle marchait vers moi. Son sourire était tendu, poli. Répétez. Je voulais aider à préparer, ai-je répondu. Tu en as déjà fait assez, a-t-elle dit, ses yeux se posant sur les récipients de nourriture dans mes mains. Mets tout dans la cuisine. Nous nous occuperons du reste. Nous, pas toi, pas la famille. En passant devant la salle à manger, j'ai surpris des bribes de conversation. Des voix basses, coupées rapidement. La voix d'Ethan, puis celle de Nathalie, puis un silence tendu assez épais pour y patauger. Et quand ils sont réapparus du couloir quelques secondes plus tard, leurs expressions étaient trop décontractées, trop lisses. Quelque chose n'allait pas. Je n'arrêtais pas de rejouer le moment de mon arrivée. Ethan me regardant à peine avant de se détourner. Nathalie tripotant son bracelet. Le regard insistant de Rebecca vers ses frères et sœurs comme si elle vérifiait silencieusement s'ils étaient prêts. Prêts pour quoi? Dans la cuisine, alors que je déballais tous les plats que j'avais passé des heures à préparer, la douleur familière s'est installée dans ma poitrine. Cette douleur que j'avais ressentie toute mon enfance, debout devant des portes fermées, entendant des rires de pièces où je n'étais pas invité. Regardant les photos de vacances mises en ligne sans moi, réalisant que les traditions familiales se poursuivaient sans l'adopter. Parfois, l'exclusion est si subtile qu'elle vous fait douter de votre propre mémoire. D'autres fois, elle s'approche de vous et vous sourit au nez. Alors que je disposais les portions du rôti de maman aux pommes et à la cannelle sur un plat, un souvenir m'a envahi si vivement que je pouvais presque sentir la cannelle d'il y a des années. J'avais 11 ans et je tenais une assiette de biscuits que j'avais fait moi-même. Rebecca, Ethan et Nathalie étaient sur le porche, profitant de la soirée d'été. J'ai demandé s'ils en voulaient un. Ils ont échangé des regards. Rebecca a dit, bien sûr. Mais quand je me suis éloigné, je l'ai entendu murmurer, elle en fait trop. Ils ont ri, tout comme ils ont ri ce soir. De retour dans le présent, j'ai regardé l'horloge. 15 minutes avant le dîner. J'ai essuyé mes mains sur ma robe, pris une profonde inspiration et suis retourné dans le salon où tout le monde s'était rassemblé. Rebecca et Nathalie se tenaient près de la fenêtre, chuchotant. Quand elles m'ont remarqué, leur conversation s'est instantanément arrêtée. Ethan a ajusté ses manches, évitant mon regard comme si la culpabilité était un poids physique qui tirait ses épaules vers le bas. J'ai essayé de briser la tension. J'ai aussi apporté la tarte aux pommes de maman. Celle qu'elle m'a apprise. Le sourire de Rebecca m'a coupé. Parfait. Tu pourras la servir plus tard. La servir, pas la partager. La servir. Quelque chose dans leur ton, dans leur posture, dans leur politesse soigneusement construite. Tout cela ressemblait à une performance, comme s'ils attendaient le bon moment pour laisser tomber ce qu'ils avaient planifié. Ava et Mason n'étaient pas là pour me distraire avec leur bavardage. Adrien n'était pas là pour me serrer la main et me dire que tout irait bien. Il n'y avait que moi. Entouré de personnes qui avaient maîtrisé l'art de me faire sentir comme une étrangère sans jamais prononcer les mots à voix haute. J'ai essayé de me rappeler pourquoi j'étais venu. Parce que je voulais croire en la famille. Parce que je voulais croire que le deuil pouvait adoucir la cruauté. Parce que j'avais passé 6 mois à donner tout ce que j'avais pour que maman et papa soient à l'aise dans leurs derniers jours. Et peut-être, juste peut-être, que cela comptait pour eux aussi. Mais alors que je m'asseyais prudemment, silencieusement, j'ai vu Rebecca me regarder. Pas chaleureusement, pas comme une sœur, mais comme quelqu'un vérifiant si le piège était correctement tendu. J'ai su alors que ce qui allait arriver n'était pas de la gentillesse. Le dîner a commencé comme les catastrophes le font souvent, tranquillement, poliment, avec tout le monde prétendant que rien n'allait mal. Rebecca a pris la place en bout de table, celle que maman occupait, et a plié sa serviette avec la même suffisance. Ethan a versé du vin comme s'il animait un cocktail d'entreprise, pas un mémorial familial. Nathalie n'arrêtait pas de lisser sa robe, jetant des coups d'œil à tout le monde comme si elle attendait un signal. Je me suis assise à l'autre bout, la place laissée libre après qu'il se soit déjà installé. J'ai essayé de l'ignorer. J'ai essayé de respirer. Pendant les 10 premières minutes, la conversation était inoffensive.
Ethan a parlé de travail. Nathalie a parlé de ses jumeaux. Rebecca a évoqué le jardin de maman, omettant commodément de mentionner qu'elle ne l'avait jamais arrosé une seule fois. Mais rien dans cette pièce ne semblait réel. Chaque sourire paraissait forcé. Chaque histoire semblait répétée. J'ai apporté les plats que j'avais passé des jours à préparer, les favoris de maman, et Rebecca a applaudi légèrement. Oh, bien. Hila, tu peux commencer à servir. Servir? Pas se joindre. J'ai ravalé la pique. Bien sûr. En me déplaçant autour de la table, j'ai remarqué qu'aucun d'eux ne me faisait de place. Pas une seule chaise ne s'est déplacée. Pas une seule main ne s'est offerte pour aider. J'ai posé les assiettes devant eux pendant qu'ils poursuivaient leur conversation comme si j'étais du personnel engagé. Comme si ce n'était pas censé être le dîner qui honorait les deux personnes qui m'aimaient plus que tout. À mi-chemin du repas, Ethan s'est raclé la gorge de cette manière condescendante qu'il avait au lycée. Alors, il a dit, puisque nous sommes tous ici, nous devrions peut-être parler de la maison. Rebecca a hoché la tête. Et les bijoux de maman. Il y a des pièces de valeur. Nous devrions faire un plan. Nathalie a ajouté, et les investissements. Il vaut mieux qu'ils restent dans la lignée de sang. Ma fourchette s'est figée à mi-chemin de ma bouche. La lignée de sang? Ils l'ont dit sans honte, sans hésitation, juste un fait dans leur esprit, une règle de la nature. Rebecca s'est penchée en avant, la voix enrobée de douceur. Nous voulons juste être pratiques, Hila. Je suis sûr que tu comprends. Il y avait beaucoup de choses que je comprenais à ce moment-là, comme le fait que les sourires de tout à l'heure étaient un appât. Les conversations légères étaient une mise en scène. Le dîner, une scène. J'ai posé ma fourchette. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire exactement? Nathalie a pris une profonde inspiration, préparant son faux ton compatissant. Nous savons tous que maman et papa t'aimaient, Hila, mais légalement, eh bien, l'héritage va généralement aux enfants biologiques. C'est juste comme ça que les familles fonctionnent. Les familles? Ethan a hoché la tête. Nous ne te mettons pas à l'écart. Nous disons simplement que la majorité devrait rester là où elle doit être. Doit être? La pièce a basculé. Quelque chose en moi, ce dernier espoir fragile, s'est brisé net en deux. Vous êtes sérieux? Ai-je murmuré. Rebecca a incliné la tête. Ce petit sourire narquois qu'elle utilisait dans l'enfance a filtré. Ne sois pas dramatique. Tu peux garder des choses sentimentales, une photo ou deux, mais la maison, les comptes. C'est seulement juste que. Et c'en était fait. Quelque chose dans ma poitrine est devenu très calme, un silence si vif qu'il ressemblait à de la clarté. J'ai repoussé doucement ma chaise. Ethan a haussé un sourcil, confus. Nathalie s'est mordu la lèvre. Le sourire narquois de Rebecca a légèrement vacillé. Je me suis levé, j'ai marché vers la cuisine. Il pensait probablement que j'allais pleurer ou battre en retraite ou disparaître comme il m'avait entraîné à le faire pendant des années. Au lieu de cela, je me suis dirigé vers mon sac à main, j'ai glissé ma main à l'intérieur, j'ai refermé mes doigts sur l'enveloppe épaisse, celle que maman m'avait pressée dans la main quelques jours avant de perdre connaissance, celle que papa avait signée de main tremblante. Celle que j'avais portée pendant des semaines, attendant le moment où il me montrerait exactement qui ils étaient. Je me suis retourné et suis revenu dans la salle à manger avec un calme que je ne me reconnaissais pas. Rebecca a froncé les sourcils. Hila, où es-tu? Je n'ai pas répondu. Je me suis avancé au centre de la table, juste là où se trouvait la belle porcelaine de maman, et j'ai laissé tomber l'enveloppe avec un bruit sourd, doux et précis. Le son a tranché la pièce. Qu'est-ce que c'est? A demandé Ethan, la voix se tendant. Je les ai regardés chacun dans les yeux. Maman et papa m'ont laissé cette lettre, ai-je dit. Appelez vos avocats. Nous nous verrons demain. Silence. Pendant un instant, personne n'a respiré. Puis c'est arrivé. La chose que j'attendais sans le savoir. La panique. Brute. Visible. Délicieuse. Le visage d'Ethan a perdu ses couleurs. Les doigts de Nathalie se sont crispés autour de son verre de vin comme si elle allait le laisser tomber. Le sourire de Rebecca s'est figé, puis s'est fissuré. Hila, a-t-elle murmuré. Que as-tu fait? Je me suis penché légèrement en avant.
Ce que vous m'avez poussé à faire. Et sans un mot de plus, j'ai pris mon sac à main et je suis sorti de la maison, laissant leur silence stupéfait derrière moi comme la fumée d'un feu que j'avais enfin allumé. Le lendemain matin, la ville semblait anormalement lumineuse, trop lumineuse pour ce que je savais qui allait arriver. J'avais à peine dormi, rejouant la nuit dernière dans ma tête. Les rires, l'insulte, l'enveloppe heurtant la porcelaine, leurs visages se vidant de leur couleur. Adrien m'a conduite au cabinet d'avocat, sa main posée sur la mienne tout le long du trajet. « Tu ne leur dois rien », a-t-il dit doucement. Je sais, mais une partie de moi, une paix douce et tenace, souhaitait encore qu'ils aient choisi différemment. Le cabinet d'avocat se trouvait dans une rue calme du centre-ville, de hautes fenêtres captant le soleil matinal. En entrant, mon estomac s'est noué. C'était le moment, celui pour lequel mes parents m'avaient préparé, celui que mes frères et sœurs prétendaient ne jamais arriver. La réceptionniste nous a conduits à une longue salle de conférence, table en bois sombre, chaises en cuir, un mur de diplômes encadrés. Et assis là comme s'ils possédaient l'endroit se trouvaient Rebecca, Ethan et Nathalie. La femme d'Ethan, Clara, le requin du droit des sociétés, était assise à côté de lui, portant un tailleur qui coûtait probablement plus cher que ma voiture. Le mari de Nathalie, Eric, avait une pile de tableurs financiers devant lui, tapotant nerveusement son stylo. Rebecca était assise seule, les mains jointes si fort que ses jointures étaient blanches. Aucun d'eux ne m'a regardé. Monsieur Arthur Sullivan, l'avocat de nos parents depuis plus de 20 ans, est entré quelques instants plus tard. Cheveux gris, voix calme, une expression qui en voyait plus que la plupart des gens ne le voulaient. Il a salué Adrien, puis s'est tourné vers moi. Il a, votre mère et votre père ont parlé en très bons termes de vous, surtout vers la fin. La phrase a atterri comme une main chaude entre mes omoplates. J'ai hoché la tête, retenant à peine mon calme. Sullivan a fermé la porte, s'est assis en bout de table, a ouvert un dossier épais, et la pièce est tombée dans le silence. Nous sommes ici pour examiner le dernier testament de Harold et Myriam Morgan. Rebecca s'est redressée. Ethan a croisé les mains. Nathalie s'est mordu la lèvre. Sullivan les a regardés directement avant de continuer. Je comprends qu'il a à présenter une lettre hier. Avant de commencer, je veux confirmer quelque chose par souci de clarté. Il a pioché dans le dossier et a soulevé un document scellé. Vos parents ont écrit plusieurs lettres privées avant de décéder. Celle qu'il a à partager était authentique et correspond aux révisions qu'ils ont faites il y a 8 mois. 8 mois, à peu près au moment où leur santé a commencé à décliner. Rebecca a parlé la première, la voix tendue. Monsieur Sullivan, nos parents ne nous excluraient jamais aucun de nous. Il doit y avoir une confusion. Il n'y a aucune confusion, a-t-il dit simplement. Il a ouvert le testament. L'intégralité du patrimoine Morgan, maison, épargne, investissement, biens et tous les actifs assurés, doit être hérité par leur fille, Léla Morgan. On aurait pu entendre une mouche voler. Même le bourdonnement de la climatisation semblait s'être figé. Sullivan a continué à lire le langage juridique, mais tout ce sur quoi je pouvais me concentrer était le changement, la secousse électrique alors que tous les yeux de cette pièce se tournaient vers moi. Pas avec gentillesse, pas avec compréhension, mais avec une incrédulité si vive qu'elle frisait la fureur. Ethan a été le premier à craquer. C'est ridicule, a-t-il lâché. Nous sommes leurs enfants biologiques. Ils ne laisseraient pas tout à. Il s'est interrompu, mais le mot est resté en suspens de toute façon. À elle, à l'adopter. Clara s'est penchée en avant. Nous aimerions examiner les dossiers médicaux de l'époque où ces révisions ont été signées. Il pourrait y avoir eu une capacité diminuée. Sullivan a levé une main. Harold et Myriam ont tous deux été évalués et jugés compétents par 2 médecins. La voix de Rebecca s'est brisée. Non, non, ils ne nous feraient pas ça. Ils nous aimaient. Ils vous aimaient tous, a dit Sullivan doucement. Mais ils m'ont dit quelque chose de très spécifique. Puis-je le partager? Il m'a regardé. J'ai hoché la tête. Sullivan a lu une note manuscrite dans le dossier. Nos enfants sont devenus des adultes avec leur propre vie. Mais Ila est celle qui n'a jamais quitté notre côté, non par obligation, mais par amour. Elle a pris soin de nous quand personne d'autre ne le voulait. Nous voulons lui donner la sécurité qu'elle nous a toujours donnée. Nathalie a mis sa tête dans ses mains. Ethan a ricané. Et alors?
Elle les garde pendant quelques mois et obtient tout. C'est insensé. J'ai senti quelque chose durcir en moi, une chaleur pulsant, basse et régulière. 6 mois, ai-je dit doucement. 6 mois d'hôpitaux et de paperasse et de sommeil sur des chaises. Où étiez-vous? Ils n'ont pas répondu. Sullivan a continué. Vos parents ont également ajouté une clause concernant les contestations du testament. Ethan s'est penché en avant. Quelle clause? Si un bénéficiaire tente de le contester, il renonce à toute prétention sur les photos de famille, les héritages, les objets personnels, les souvenirs ou les biens de valeur sentimentale. Tout sera plutôt donné. La panique a été instantanée. Le souffle de Rebecca s'est coupé. Il donnerait la bague de maman, les médailles de papa. Si une contestation est déposée, a confirmé Sullivan. Nathalie m'a regardé avec des yeux rouges. Léla, tu ne laisserais pas ça arriver, n'est-ce pas? Je veux dire, nous avons grandi ensemble. N'est-ce pas? L'avons-nous fait? Ai-je demandé. Parce que mes souvenirs d'avoir grandi avec vous sont très différents des vôtres. Ethan a frappé la table de sa main. Tu ne peux pas nous exclure. C'est notre héritage. Héritage? Ma voix est restée calme. Vous n'étiez pas là. Pas une seule fois. Vous aviez tous des excuses pendant que je les regardais s'éteindre jour après jour. Eric a parlé doucement, presque en s'excusant. Nous avons des difficultés financières, il a. L'hypothèque. J'ai secoué la tête. Ne me mettez pas ça sur le dos. Clara s'est penchée, la voix vive. Légalement, nous pouvons toujours plaider l'influence indue. Les circonstances. Sullivan a fermé le dossier avec un bruit sourd, doux et final. Vous ne pouvez pas plaider l'influence indue lorsque la bénéficiaire n'était pas présente pour les révisions. Il n'était même pas dans le bâtiment quand ils ont fait ces changements. Le choc sur leur visage. C'est à ce moment-là que le pouvoir a changé de camp. La voix de Rebecca est tombée à un murmure. Alors, c'est vraiment fini. Non, ai-je dit. Cette partie est finie. Ce qui se passera ensuite dépend de vous. Nathalie avait l'air désespérée. Que veux-tu de nous? J'y ai pensé. J'y ai vraiment pensé. Les insultes, l'exclusion, les années à être traitée comme une invitée, jamais comme une fille. Les rires de la nuit dernière, la façon dont ils ont pris plaisir à m'humilier. Ce que je voulais était simple. Je veux la paix, ai-je dit finalement. Mais je ne négocierai pas les volontés de mes parents. Ils ont fait leur choix, et vous aussi. Ethan s'est levé brusquement. Bien. Nous verrons s'il y a un levier juridique. Sullivan l'a interrompu. Une dernière chose. Vos parents ont laissé un dernier message privé pour Ila. Il m'a tendu une petite enveloppe. Je l'ai ouverte lentement. À l'intérieur se trouvait une seule ligne de l'écriture de ma mère. Tu as toujours été à nous. Maintenant, laisse-nous prendre soin de toi comme tu as pris soin de nous. Ma gorge s'est nouée, ma vision s'est brouillée. Pour la première fois depuis leur décès, je me suis permis de sentir le poids de leur amour. Pas un fardeau, mais un cadeau. Quand j'ai levé les yeux, mes frères et sœurs me regardaient avec un mélange de ressentiment, de regret et de quelque chose qui ressemblait à de la peur. Je me suis levé. J'ai terminé ici. J'ai marché vers la porte, ma main refermée sur la poignée. Derrière moi, la voix de Rebecca a tremblé. Ila, attends, s'il te plaît. J'ai fait une pause, mais ne me suis pas retourné. Tu m'as dit d'aller à la cuisine, ai-je dit doucement. Mais j'ai fini de manger les restes. Je suis sorti de la pièce, les laissant exactement là où ils m'avaient mise toute ma vie, derrière moi. Adrien attendait dans la voiture quand je suis sorti du cabinet d'avocat, et au moment où j'ai fermé la porte derrière moi, la tension que j'avais retenue dans ma poitrine s'est finalement brisée. Il a tendu la main vers la mienne sans un mot. Cela seul m'a achevé. Je me suis appuyé contre lui, laissant couler librement les larmes que j'avais refusé de verser devant mes frères et sœurs. Cette nuit-là, après qu'Ava et Mason se soient endormis, j'ai tout raconté à Adrien, chaque ligne du testament, chaque réaction, chaque dernière tentative qu'ils ont faite pour récupérer quelque chose. Il a écouté en silence, puis a dit, ils t'ont perdu bien avant de perdre l'héritage. Les jours qui ont suivi ont été chaotiques.
Ethan a appelé avec des menaces. Nathalie s'est présentée 2 fois, pleurant sur mon paillasson. Rebecca a envoyé des fleurs, des cartes, de longs messages sur une mauvaise communication. Mais j'ai maintenu la limite. Pour la première fois de ma vie, je ne me suis pas excusé. Je ne me suis pas effacé. Je vous pardonne, leur ai-je dit à chacun. Mais le pardon ne reconstruit pas ce que vous avez détruit. Des semaines plus tard, dans une épicerie, j'ai rencontré Dana, l'assistante sociale qui avait aidé mes parents pendant leur dernière période. Elle m'a parlé de 2 petites filles qui avaient tout perdu. Des sœurs, de 4 et 3 ans, aucun parent disposé à les prendre toutes les 2. Quelque chose en moi s'est ouvert. 8 mois plus tard, Léa et Hazel sont rentrés à la maison. Et la première nuit où je les ai bordés, avalisant à l'une, Mason offrant son ours en peluche préféré, j'ai réalisé que j'avais enfin construit la famille que j'avais toujours méritée. 1 an après ce dîner, je me tenais sur le seuil de notre nouvelle maison, regardant les 4 enfants se poursuivre dans le jardin. Le rire d'Ava, vif et clair. Mason prétendant être un super-héros. La petite Léa et Hazel serrant des poignées de pissenlit comme des trésors. Adrien a glissé son bras autour de ma taille. Ceci, a-t-il murmuré, est la vraie famille. Et il avait raison. Le sang ne m'a pas donné cette vie. L'amour l'a fait. Le choix l'a fait. Le courage l'a fait. Si vous avez déjà été mis de côté par les personnes qui auraient dû vous protéger, vous n'êtes pas seul.